Bonjour, ben là je pense qu'on est, la salle se remplit. Tu vois ça où? Alors à droite, il y a déjà 21 personnes connectées, donc bonjour à tous. Ah oui. Alors comme vous le remarquerez, c'est notre première sur ce système-là, donc il n'est pas exclu qu'on fasse deux trois bêtises, on va essayer de ne pas en faire trop, hein, mais On découvre l'environnement. et donc d'ici une petite minute, on démarre la conférence. Donc vous avez accès au chat, hein, pour poser vos questions. Bonjour Damien, quelques personnes qu'on connaît, et plein qu'on ne connaît pas encore. Soyez les bienvenus en tout cas. Bonjour Vanessa, bonjour Alain, qui n'est pas forcément le prénom de... Je pense que c'est plus un nom de famille. Voilà, bah écoutez, on va y aller. Et puis les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. On a le plaisir donc de vous recevoir pour cette petite conférence, Paul et moi, sur comment se rendre visible. Alors la question qui était posée, celle sur laquelle on a communiqué, c'était comment sortir du lot. C'est vrai que c'est une vraie question que nous nous sommes posés, Paul et moi, en notre temps, puis qu'on continue à se poser. Hein. C'est pas parce qu'on a un peu d'antériorité qu'il ne faut pas continuer à être curieux et à se challenger. Mais c'est évidemment une question que beaucoup se posent dans un marché qui, de façon assez paradoxale, je dirais, est à la fois probablement encore en bonne croissance, et notamment le marché du coaching d'équipe, hein, dont on va parler aujourd'hui. Sur lequel il nous semble qu'il y a encore un joli boulevard à ouvrir. Et en même temps, on le voit, et ça s'est probablement accentué avec la crise Covid, de plus en plus de coachs arrivent sur le marché, de plus en plus de formations sont accessibles. Il y a d'ailleurs un certain nettoyage, entre guillemets, qui a été opéré par le fait que France Compétences a largement réduit les coûts de tampon qui autorisent les écoles à bénéficier des financements via le RNCP ou l'inscription au répertoire spécifique. Hein. Donc, on en reparlera plutôt en fin de cette histoire-là. Et donc, la vraie question des coachs aujourd'hui qui se lancent, c'est comment est-ce qu'on peut être visible sur le marché du coaching. Et cette question, elle est pas évidente. Chaque fois que Paul ou moi, on a l'occasion de discuter avec quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le coaching, on est toujours un petit peu perplexe entre l'envie de lui donner envie, parce que c'est un métier formidable, parce que c'est vraiment un métier qui fait sens, c'est un métier qui est enthousiasmant, c'est un métier qui est vraiment utile, et en même temps, effectivement, la petite crainte de l'encourager à partir dans une voie qui se charge pas mal. Voilà, donc du coup, on a envie de partager avec vous dans cette première conférence, il y en aura d'autres, hein, sur la même thématique. On essaiera de développer à chaque fois un petit peu plus loin, ou de travailler des thèmes un peu différents. Et donc, on avait envie de partager avec vous quelque part un peu notre histoire, notre expérience, puisque Paul comme moi, on s'est d'abord formé au coaching équipe avant de se former au coaching individuel. Et donc finalement, on a souvent eu la surprise quand on racontait notre parcours de se rendre compte que ce n'était pas si évident que ça, et que les gens avaient plutôt tendance à faire l'inverse. Alors, on avait le choix entre complexer, se dire qu'on s'était trompé, ou alors assumer pleinement les choix que la vie nous avait encouragé à faire, hein, puisque c'est par des rencontres que ça s'est fait. Et c'est plutôt ça qu'on voudrait vous proposer aujourd'hui. Voilà, donc il y a plusieurs manières, hein, de se rendre visible. Voilà un petit peu la liste de ce que nous, on a essayé. On a écrit un bouquin, ça a été utile. Alors, quel travail pour arriver à écrire un bouquin. Et puis, de plus en plus de gens écrivent des bouquins. Maintenant, on peut éditer ces bouquins à compte d'auteur, donc c'est relativement plus facile qu'il y a quelques années. On peut contacter son réseau, on peut faire plein de rendez-vous. On peut d'ailleurs aussi, et ça y est pas sur ce slide, on peut passer par les services de quelqu'un qui, lui, va faire de la prospection dans le dur pour vous, qui va aller taper aux portes, on a expérimenté ça aussi avec un certain petit succès, mais pas énorme. On peut évidemment, et les techniques du marketing vous encouragent beaucoup à ça, à essayer de trouver un produit sur lequel vous allez bombarder, vous allez vraiment essayer de vous différencier, et c'est intéressant à faire, effectivement.
effectivement, puisque du coup, vous arrivez à parler de votre différence à vous au travers d'un produit original. Mais le coaching, ce n'est pas vraiment un produit. On peut faire de la pub, on peut essayer ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs, de l'approche directe sur LinkedIn, hein, puisque la plupart des gens qui sont là aujourd'hui, nous ne les connaissons pas encore. Et donc, on utilise nous aussi cette technique qui marche bien. On peut participer à des salons professionnels. On a fait ça en son temps avec Paul. On a fait plusieurs salons où on allait à Deauville ou au Touquet ou je ne sais pas où rencontrer des DRH. Alors, tout ça peut avoir, en fonction de vos personnalités, de là où vous en êtes, de votre parcours, de votre expérience, des effets plus ou moins positifs. Mais dans tous les cas, ce qu'on a remarqué, c'est que tout ça, ça prend du temps et ça coûte cher. Voilà. Donc, nous, on avait envie de vous partager, alors ça fait un peu baguette magique, hein, mais on avait envie de vous partager une manière de se rendre visible qui permet, alors d'abord, elle est alignée avec le coaching, cette manière-là, donc c'est quand même plutôt sympa. Puisqu'on aime le coaching quand on est coach et qu'on croit vraiment à cette posture très différenciante. Elle crée de la valeur pour vos clients et de la valeur qui est plus facilement mesurable, on le verra, que quand on passe par une multitude de coachings individuels. C'est aussi une manière de se rendre visible qui construit votre avenir, qui construit au fur et à mesure que vous travaillez, on y reviendra derrière aussi, qui peut vous rapporter de l'argent au lieu de vous en coûter et qui ne prend pas de temps. Alors là c'est peut-être un petit peu l'histoire de Coluche avec qu'il afflue blanc que blanc. Mais c'est vrai que quelque part, si on regarde le temps que nous passons, nous, Paul et moi, à développer notre boîte sur tous les moyens que j'ai montré sur la page d'avant, et le temps, finalement, à faire notre métier et à développer nos réseaux, à développer notre vitesse, juste en faisant notre métier, c'est assez magique. Voilà. En fait, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est de devenir un coach complet. Alors, que c'est qu'un coach complet, on a illustré ça avec le fameux Janus, le dieu au double visage, hein, le dieu du passage, le dieu de la transition. Hein. Il y a le passé, il y a le futur, il y a la dualité dans l'unité. Il y a plein de symboles autour de cette image qu'on vous montre et de cette symbolique du dieu Janus. Mais quelque part, c'est donc les deux faces de la même pièce dont on est en train de parler. La plupart des formations, d'ailleurs, au coaching individuel font une introduction au coaching d'équipe, hein, parce qu'ils ouvrent sur ce métier-là. Nous, on propose plutôt le paradigme inverse. On propose de rentrer dans le coaching, comme le dit Paul tout à l'heure, là, on porte du coaching d'équipe. Voilà. Et d'ailleurs, on commence à trouver dans le RNCP, coach professionnel, hein, celui qui s'est mis en place avec le CIMAX, qui regroupe maintenant pas mal d'écoles, dont la nôtre depuis peu. Eh bien, on voit bien que ce référentiel est très centré sur l'individuel, mais on commence à voir apparaître un certain nombre d'endroits des choses qui sont très liées à la compétence de coach d'équipe, et notamment à ce fameux bloc de compétences sur la formation, parce que quitte à, paraît-il, devoir faire de la formation quand on est coach, eh bien, autant la faire en coach et devenir un formateur très différenciant parce qu'on a cette approche du coaching d'équipe. Tu nous racontes une petite histoire, Paul. Oui, le cas d'Isabelle, qui a 46 ans, qui est une personne qui vient des ressources humaines. Et malheureusement, son business de coach a du mal à décoller. Elle s'est formée il y a 3 ans, elle a adoré sa formation, elle adore faire du coaching, elle est manifestement douée, elle a beaucoup de goût pour cette activité. Les quelques clients qu'elle a eus lui font des super retours. Elle est très enthousiaste, elle a très envie de coacher, elle connaît bien le monde de l'entreprise. Et finalement, elle aime bien écouter les gens, c'est ce qu'elle fait depuis toujours. Elle s'intéresse à leurs problèmes, elle a le frisson quand elle les voit réussir. Et la valeur qu'elle aime créer au monde, c'est de contribuer à leur réussite à partir de ces conversations puissantes qu'elle a appris dans le cadre de sa formation en coaching. Ouais, c'est fait des petites farces, c'est sympa. Et en fait, cette Isabelle, elle est assez commune. Dans nos formations, on en voit beaucoup qui arrivent du coaching individuel en disant ben voilà, moi j'ai un petit peu de mal à décoller dans mon business. Alors j'espère que le coaching d'équipe pourrait représenter un complément. Mais d'ailleurs, cette Isabelle, je ne sais pas si parmi la cinquantaine que vous êtes en ce moment, il y en a quelques-unes ou quelques-uns qui sont dans ce profil-là. Alors, elle aime tout ça, mais elle a du mal à percer. Elle fait essentiellement son chiffre avec de la formation en sous-traitance. Elle fait malgré tout quelques missions de conseil RH qui ne l'intéressent plus, c'est pour ça qu'elle a quitté les RH. Elle fait quelques coachings de particuliers
Enfin bon, ça va pas loin, c'est pas ça qui va la faire vivre beaucoup. Et en 2019, en 2020, en 2021, bah, son chiffre oscille en dessous de 20 KE. Et évidemment, quand on est cadre supérieur, cadre dirigeante d'un grand groupe ou d'une PME, elle gagnait plus d'argent. Alors elle travaillait également beaucoup plus, mais elle n'a pas fait coach parce qu'elle n'avait pas envie de travailler, elle a fait coach parce qu'elle avait envie de faire un job intéressant. Et elle ne cherche pas à faire fortune, mais elle voudrait au moins pouvoir en vivre correctement. Or là, manifestement, c'est insuffisant, sauf si elle est rentière, ce qui n'est pas le cas de toutes les Isabelles et de tous les gens qui sont dans la salle. Donc, elle est en train de, avec beaucoup de tristesse, de se demander si elle ne va pas reprendre un job de salarié parce qu'elle ne peut pas se permettre en 2022 de refaire 15, 16 ou moins de chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte, 12 000 euros, c'est 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois. 24 000 euros, c'est 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Quand on vous retire vos charges sociales et vos impôts, etc., et les petits frais professionnels, il ne reste pas de quoi vivre correctement si on a quelques enfants, un loyer à payer, enfin, des choses très normales. Donc, c'est un cas de figure qui est assez pénible. Ça fait vraiment râler. Et pourtant, Isabelle se démène. Elle publie chaque mois sur Facebook, sur LinkedIn. Elle s'est fait un site internet qui est bien foutu. Elle a participé à un salon du coaching où elle a eu quelques rendez-vous, bon, qui n'ont pas donné des merveilles. Elle sollicite son réseau beaucoup. Elle invite ses contacts à déjeuner. Elle fait des vidéos. Elle partage des trucs de développement personnel, etc. Elle essaye un petit peu tout ce qu'elle voit ses collègues faire en disant tiens, tu devrais essayer, c'est super. Alors elle le fait, puis c'est pas super. Alors, il est vrai qu'elle ne sait pas forcément très bien se vendre, mais ça, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, hein. On n'a pas tous été des vendeurs, et puis les vendeurs de produits ou de services, c'est encore une autre paire de manches que de se vendre soi-même en tant que prestataire. L'autre truc, c'est que ces coachings l'aident pas à se rendre suffisamment visible. Vous savez, le coaching, ça a encore un caractère confidentiel. Longtemps, on a cru que les gens qui étaient coachés, c'était des gens qui avaient des problèmes. Bon, alors du coup, on n'a pas bien envie de dire qu'on est en coaching parce qu'on a l'air de dire qu'on a un problème. Et puis, le coaching, ça coûte cher, c'est un privilège. Alors, c'est pas très discret vis-à-vis des collaborateurs de dire tiens, ben moi, je bénéficie d'un coaching, tralali, tralala, et pas toi. Bon, les gens font pas ça. Du coup, ça ne se sait pas. Et puis, en plus, votre coach individuel, quand vous êtes manager et que vous bénéficiez d'un coaching, vous lui dites plein de trucs privés, plein de trucs personnels, et vous n'avez pas bien envie que d'autres collègues puissent en entendre parler par la maladresse du coach, même si on lui fait confiance, même si il a un devoir de déontologie, de discrétion absolue. Ben, le mieux, c'est encore de garder son coach à soi. Donc, pour toutes ces raisons-là, finalement, on s'aperçoit qu'on ne communique pas tellement les coordonnées de son coach et les gens ne savent pas trop qui est coaché dans l'entreprise. Alors, des cas comme celui d'Isabelle, ben évidemment, elle ne s'appelle pas Isabelle, et puis elle n'a pas 46 ans, elle n'est pas RRH, mais on en a vu des kyrielles de gens comme ça qui sont devenus, pour beaucoup d'entre eux, nos amis. On les retrouve dans le club de coach énergie. Ce sont des gens qu'on aime beaucoup. Euh, Ils sont compétents, ils sont bien formés, on les supervise des fois, ils sont super motivés. C'est sans aucun doute leur vocation, le coaching. C'est des gens qui sont admirables parce qu'ils ont osé un virage dans leur vie professionnelle. Ils ont financé leur formation. Ils ont osé quitter l'entreprise. Et voilà, si seulement ils avaient suffisamment de clients, bah, ils pourraient en vivre, peut-être modestement, mais au moins correctement. Or là, ce n'est pas toujours le cas. Alors, les conséquences de tout ça, c'est que, vous savez, un boulanger, ça devient un bon boulanger ou un bon artisan maçon ou un bon couvreur quand il travaille. Mais quand un coach qui fait 5, 6, 7, 8 coachings par an ne peut pas dire qu'il travaille. Et du coup, ben, il ne progresse pas. Il s'impatiente. Il tourne un peu en rond. Éventuellement, on perd confiance en soi. J'ai encore un copain qui m'a dit ça récemment, qui me dit, mais tu sais, le chiffre ne décolle pas. J'en viens me demander si c'est moi qui n'ai pas un problème. Il doute. Et puis, ça finit par déprimer un peu. Quand ça dure 1, 2, 3 ans, on se dit, ben non, je sais pas, je me suis peut-être trompé, je suis peut-être pas bon coach, ou je fais peut-être pas bien ce qu'il faut, ou c'est peut-être pas fait pour moi. Bref, le constat, c'est moche parce qu'on a des gens doués, compétents, passionnés, qui sont dans leur vocation, qui ont très envie que ça marche et qui pourraient créer de la valeur s'ils étaient connus, sauf qu'ils ne le sont pas. Et ben voilà, donc ils vivotent. Et puis ils se demandent s'ils ne vont pas devoir reprendre un boulot parce que ben, ce serait frustrant, mais à un moment donné, il faut bien voir les choses en face et faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Voilà. Alors,
toute ressemblance évidemment avec des personnes ou des situations existantes qui auraient pu exister ne saurait être que fortuite. On sait très bien que la majorité des coachs ne vivent pas bien avec le coaching. Ils font tous une activité en parallèle de la formation, du recrutement, du conseil, ceci, cela. Et le problème, c'est que cette autre activité qu'ils font en plus, souvent, c'est celle qu'ils faisaient avant et dont ils n'ont plus envie. Donc, ils la font à des fins alimentaires. Et ce n'est pas très, très agréable. Et puis, quand ils font ces missions, ben, ils ne sont pas disponibles pour développer du coaching. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux. Voilà la douleur que ressentent beaucoup d'entre nous sur ce marché du coaching. À toi, Franck. Ok, j'en profite pour vous dire que donc vos micros sont désactivés. Par contre, vous avez accès au chat et donc on a prévu de garder une quinzaine de minutes à la fin de cette conférence pour répondre à vos questions. Mais donc, on répondra à vos questions que s'il y a des questions, évidemment. Donc, n'hésitez pas à en poser. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des bonnes questions. D'autant plus qu'on est bien conscient que ce n'est pas avec juste cette petite conférence qu'on peut couvrir toute la thématique qui est posée là, qui est comment réussir en tant que coach. On a choisi un angle pour cette première thématique, il y en aura d'autres. Donc n'hésitez surtout pas, je dirais même plus que n'hésitez pas, je vous encourage à nous poser des questions dans le chat. Voilà, alors, maintenant qu'on a parlé d'Isabelle, et des nombreuses Isabelle, et Eric, et Patrick, et Brigitte, et tout ce qui va avec, eh bien, en fait, une des choses qui nous est apparue, et qui nous apparaît même de plus en plus, c'est qu'il y a une deuxième douleur dans ce métier-là. La douleur, c'est des grands mots, mais c'est les mots marketing à la mode, donc on l'utilise nous aussi pour ne pas avoir l'air trop bête. C'est la solitude. C'est-à-dire c'est un métier, alors moi, je me rappelle très bien, moi, il y a 15 ans que je fais ce métier, je pratique le beau métier de coach. Et au début, j'étais super content d'ailleurs de retrouver cette solitude parce que moi, j'étais manager de très grosses équipes, environnement industriel, beaucoup de temps passé avec les uns et les autres, ce que j'adorais aussi. J'arrivais à une forme de saturation à la quarantaine et j'avais envie de travailler un petit peu plus seul. Voilà, donc j'ai été gâté parce que les 2 premières années, je voyais à peu près personne sauf moi. Et donc, c'est difficile de vivre ça. Et au bout d'un moment, on a besoin de retrouver un réseau social, une appartenance, comme dans la pyramide de Maslow. Et donc, une des bonnes façons aussi de sortir de la solitude, c'est de travailler en équipe. Et ça tombe bien, puisque le coaching d'équipe nous invite justement à travailler en équipe. Quoi de mieux que de travailler en équipe quand on fait du coaching d'équipe, c'est-à-dire équipe de coach contre, j'allais dire contre, c'est stupide, désolé pour le lapsus, mais équipe de coach en face d'une équipe entreprise, en face d'un système entreprise. Voilà. Et donc, c'est le happy end de l'histoire d'Isabelle, c'est que, et donc évidemment, vous vous doutez bien qu'Isabelle est un mélange de plusieurs personnages que nous avons rencontrés avec Paul dans l'école sur les dernières années. Et bien, c'est que, et ça s'est produit très souvent pendant la formation, même au coaching d'équipe, quand on fait beaucoup travailler les gens en sous-groupe et qu'on les encourage à beaucoup changer, et ben, il y a des affinités qui se créent. Et dans à peu près toutes les sessions, on a dû en animer 16 ou 17 maintenant, à peu près dans toutes les sessions, il se crée des partenariats, des binômes, des trinômes, des quadrinômes, des gens qui créent une boîte ensemble, des gens qui restent juste partenaires, qui travaillent ensemble sur des missions avec grand plaisir, des fois qui répondent juste aux appels d'offres ensemble, mais ce qui est déjà beaucoup. Et donc, en fait, quelque part, cette histoire-là, c'est que dans le cadre de la formation, on encourage les gens à aller chercher des clients pour expérimenter ce que l'on apprend et ce que l'on vit au sein de la formation. Puis du coup, on anime un petit atelier de codev, on s'entraide avec une collègue de promo et c'est parti. En fait, on crée une première mission et donc on a une première référence. Et puis, évidemment, là, on a envie de vous raconter une histoire telle qu'on en vit aussi aujourd'hui, très clairement. Et donc, d'avoir le plaisir de voir des petits binômes se créer et répondre à des appels d'offres. Et on verra tout à l'heure, un des gros avantages, c'est que les budgets sont relativement plus importants en coaching d'équipe. Voilà, alors, du coup, même quand elle se présente à un DRH en tant que futur coach individuel pour ce DRH, et que quand le DRH lui pose la fameuse question, on le sait, puisque nous formons, nous aussi, des DRH à recruter des coachs. On ne devrait pas le dire, ça c'est horrible. Mais c'est important, les DRH sont de plus en plus formés, et de plus en plus, en fait, d'ailleurs, ils viennent souvent se former eux-mêmes, il y en a peut-être là parmi vous aujourd'hui, ils viennent se former au coaching complètement, mais s'ils ne se forment pas complètement au coaching, ils viennent au moins se former à c'est quoi le coaching et comment est-ce qu'on recrute des bons coachs. Et donc, la fameuse question, c'est qu'est-ce qui vous différencie des autres? Il y en a tellement sur le marché. Eh bien, Isabelle peut désormais répondre, je suis avant tout une coach d'équipe, ce qui me donne ce fameux regard systémique qui est très précieux, et qui est très précieux en quoi?
en coaching individuel. Parce que justement, quand on fait du coaching systémique, quand on fait du coaching individuel et qu'on a la vision systémique, on peut mettre en perspective ce qu'on est en train de travailler avec son client en coaching individuel au regard de tout ce que l'on peut apprendre dans le coaching systémique. Voilà. Alors là, il faut que je descende un peu parce que je ne vois plus les slides suivants. Clac. Et donc finalement, évidemment, c'est un début, mais c'est un début comme le petit poisson bleu là, qui est en train de changer d'aquarium. Il sort de ce fameux océan rouge dans lequel la concurrence est rude, dans lequel tout le monde bouffe un peu le même pauvre petit poisson qui est tombé. Hein. Et il va aller dans un océan bleu, un océan dans lequel il va avoir une vraie différenciation, dans un marché qui est en train de se développer, qui n'est pas encore… Excuse-moi, Paul, quand tu devrais couper ton micro si tu tapes en même temps. Pardon. Ça nous crée du bruit. Je suppose que tu es en train de répondre, hein, ce qui est bien. Voilà, donc il sort de l'océan rouge et il rentre dans l'océan bleu. Et dans l'océan bleu, là, il y a de la place, il y a de l'air, il y a de la possibilité de vraiment créer une offre très différenciante et à plusieurs coachs, etc. Évidemment, il va falloir après qu'il apprenne à se vendre, qu'il s'entraîne, qu'il pratique, qu'il écrive des histoires à succès, qu'il fasse des interviews. Mais l'essentiel, comme le disait Paul, c'est qu'il faut se lancer parce que pour parler du coaching, il faut pratiquer le coaching. Hein, si on ne pratique pas le coaching, on peut parler du coaching qu'au travers de ce qu'on a appris en formation. Et là, c'est un peu limité. Voilà, et donc, est-ce que non, je ne te repasse pas encore la main, là. Je crois que je la garde. Hein. Du coup, nous, ce qu'on pense, évidemment, c'est un paradigme qu'on propose de partager avec vous, c'est que le coaching d'équipe, ça peut tout à fait être la grande porte du coaching. Alors, la grande porte, elle est encore un petit peu fermée, on va essayer de l'ouvrir, hein, mais vous voyez, ce qu'on veut dire, c'est que le coaching d'équipe n'est pas une variable d'ajustement, n'est pas un petit module de plus qu'on pourrait faire dans une formation en coaching, mais on peut tout à fait assumer, alors c'est évidemment un choix, mais je pense qu'on a, en tout cas nous, on vous encourage, on s'encourage tous ensemble à assumer le fait que nous sommes avant tout des coachs d'équipe et que nous sommes des coachs d'équipe, évidemment, qui faisons du coaching individuel. Mais la grande porte d'entrée, c'est celle du coaching d'équipe. Alors pourquoi ça? Parce que finalement, si vous êtes déjà formé, alors évidemment, on fait le postulat que vous êtes déjà formé, mais si vous n'êtes pas déjà formé, c'est absolument pas grave, parce que vous verrez que nous avons conçu effectivement un dispositif qui permet à ceux qui ont déjà été formés au coaching de faire uniquement la partie coaching d'équipe, et à ceux qui ne sont pas coach du tout, de venir faire la formation complète. Mais la formation complète démarrera par la partie sur le coaching d'équipe. C'est-à-dire qu'on assume ça jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on démarre la formation par l'apprentissage du coaching d'équipe. Pourquoi est-ce que ce n'est pas finalement si compliqué à apprendre? Parce que c'est déjà la même posture. Quand on parlera de posture basse, de position basse, quand on parlera d'écoute, quand on parlera… alors nous, on travaille beaucoup avec les 4 postures terre, eau, air, feu, pour ceux qui nous connaissent un peu. Puis pour ceux qui ne nous connaissent pas, on aura l'occasion une prochaine fois d'en reparler. Vous trouverez des infos sur notre site. Eh bien, on va retrouver un petit peu les mêmes alignements entre la posture du coach individuel et la posture du coach d'équipe, évidemment. La structure du coaching est la même. Par exemple, nous, une séance de coaching individuelle qui est structurée en poser le cadre, créer l'ouverture, chercher des solutions et engager le client vers la solution, on peut tout à fait utiliser le même processus pour une équipe et une séance de coaching d'équipe. Voilà. Donc, du coup, ça donne… les fondements sont les mêmes. On parle bien de coaching dans les deux cas. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va venir chercher en plus? Ce qu'on va venir chercher en plus, c'est des schémas, des exemples. On va apprendre à être attentif aux signaux faibles, ça c'est extrêmement important dans les équipes. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent l'équipe, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est ces petits moments où on se dit je ne sais pas si ça va passer aujourd'hui, je sens que je sens des petites tensions, au contraire, je sens des gens qui rigolent. Donc, on va apprendre à être très attentif à ça, on va beaucoup s'entraîner tous ensemble dans les formations là-dessus. On va apprendre à écouter le processus énergétique aussi, c'est-à-dire la manière dont les équipes arrivent à optimiser l'énergie présente ou au contraire à perdre l'énergie qui était disponible pour tout un tas de raisons, des raisons de blocage énergétique, de surchauffe énergétique ou des raisons d'un peu de dépression énergétique d'équipe. On a identifié comme ça trois grandes fuites, on va dire, ou trois grands processus qui sont défavorables, et puis évidemment un processus très favorable qui est celui de la fluidité. Donc on va apprendre à écouter ça. Et puis, quelque part, on va s'obliger à être vraiment coach. Il y a quelque chose qui est très important, par exemple, et c'est là qu'on fait le lien entre les deux,
c'est que quand on parle de coaching d'équipe, on parle aussi de coaching dans le décor. Bien souvent, quand on fait du coaching d'équipe, il y a des petits moments où on va aller faire du coaching dans le décor, coaching du patron, le coaching d'une personne en particulier. Et du coup, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans la partie nécessité de se développer aussi en coaching individuel. Voilà. Et donc, quelque part, quand on parle d'un vrai marché nouveau, d'un vrai océan bleu, et nous, on y croit beaucoup parce que c'est la réalité que nous vivons hein, au travers du développement de notre business. Si on devait résumer en quelques points pourquoi ce coaching d'équipe il rend aussi visible, d'abord, il a un effet sur l'ensemble du système, y compris sur les individus. C'est-à-dire que quand vous touchez une équipe de 10 personnes, vous touchez 10 individus. Donc, vous avez quelque part, avec un budget qui est en gros 2 fois plus, hein, un budget moyen d'un coaching d'équipe, c'est 2 à 3 fois plus élevé que le budget moyen d'un coaching individuel. Mais vous touchez 10 fois plus de personnes. Donc, l'effet de levier est beaucoup plus puissant. Vous avez une visibilité qui est très forte. Les 10 personnes que vous aviez dans l'équipe, elles en parlent à elles, chacune, une dizaine de personnes autour d'elles. Et comme c'est un coaching d'équipe, il n'y a pas ce que disait Paul tout à l'heure, cet effet de description, de discrétion, cet effet de je garde mon coach pour moi et je ne veux pas dire que je suis coaché, puisque c'est l'équipe qui est coachée, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis, les coachs sportifs, les équipes sont toutes coachées dans le sport et donc on n'a pas de problème. Je dirais même que c'est probablement assez valorisant de dire notre équipe, elle a un coach. Voilà. Comme toutes les grandes écoles, comme toutes les grandes équipes de sport, nous avons un coach. Donc, il va y avoir visibilité vraiment beaucoup plus forte. Il va y avoir une sorte de viralité. Il y a des paniers moyens plus élevés, on en a déjà parlé. Et puis, surtout, peut-être que c'est même le principal point, en tout cas celui, c'est que vous pouvez rentrer par plein de portes différentes dans le coaching d'équipe, dans l'entreprise. Alors que de plus en plus, pour rentrer par la porte du coaching individuel, vous avez une personne à rencontrer, c'est un RRH ou un DRH parce qu'il y a beaucoup de demandes, qui va être en charge de référencer. Alors, de plus en plus, c'est un directeur du développement des talents, enfin, il y a tout un tas de nominations autour de ça, mais vous allez devoir passer par les fourches codines de ces personnes qui sont de plus en plus expertes, de plus en plus performantes dans leur capacité à recruter les coachs. Et même quand elles vous ont recruté, la plupart du temps, elles vous donnent la première année un coaching pour vous tester. Voilà. Alors que dans le coaching d'équipe, il suffit de connaître, ça peut être un DG, ça peut être un directeur des opérations, ça peut être un manager. Moi, je me rappelle, quand j'étais manager, j'avais dans ma ligne budgétaire, je n'étais pas le DRH de la boîte, mais systématiquement, tous les ans, je mettais une ligne budgétaire pour faire des choses avec mon équipe. Et donc, si j'avais besoin d'un coach d'équipe, je pouvais le prendre dans cette ligne budgétaire. Voilà, donc ça, c'est toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, on croit et on vit avec les gens qui nous entourent, que le coaching d'équipe est un vrai facteur de visibilité pour un coach aujourd'hui. Je te repasse la main, Paul. Oui, bon, donc il y a un mythe urbain, en fait, qui dirait que il faut d'abord être un coach individuel pour être un coach d'équipe. Pour moi, c'est complètement faux. C'est fondé sur aucun raisonnement sérieux. C'est juste l'histoire de ce marché. Le marché, c'est les formateurs et les consultants qui sont intéressés à la psychanalyse, qui sont devenus un petit peu coach individuel à l'image des psychothérapeutes. Et puis, du coaching individuel, on est passé au coach d'équipe. Et aujourd'hui, le marché commence à émerger, le marché du coaching d'équipe. Et la majorité des coachs sont des coachs individuels qui font ou pas un peu de coaching d'équipe. Ce qui veut dire qu'il y a peu de coachs d'équipe véritablement. Mais en vérité, le coaching d'équipe, pour moi, c'est ce que je vais tâcher de vous dire dans les slides qui viennent, c'est vraiment la grande porte du coaching. Si vous n'êtes pas coach aujourd'hui, vous êtes manager à potentiel, vous avez le sens de l'écoute, etc., eh bien, commencez par vous former au coaching d'équipe. C'est là où vous allez apprendre le métier par la grande porte. Vous allez aller dans le grand bain du coaching. Alors, je vais m'en expliquer. En fait, il n'y a aucune raison d'adosser le coaching d'équipe contre le coaching individuel et réciproquement. C'est deux facettes complémentaires. Mais si on raisonne en termes de pédagogie, nous qui formons des coachs individuels et des coachs d'équipe, on s'aperçoit que la formation coaching d'équipe est plus profonde, plus puissante, elle va beaucoup plus loin et ça forme de meilleurs coachs individuels pour finir que des gens qui ne font que le coaching individuel. Alors, d'abord, quand on coach un individu, il faut savoir que tout individu est un système complexe. Donc, c'est très intéressant d'avoir la logique systémique
puisque personne ne réussit jamais seul. Quand on coach quelqu'un, on le coach toujours dans son environnement, son réseau de relations. Et puis, au sein de lui-même, un individu, c'est une dynamique entre plusieurs forces. Un système émotionnel, un système de valeurs, un système de croyances, un modèle de réussite, des boucles de répétition névrotiques, etc. Et tout ça, ça fait système. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette tournure d'esprit pour être capable de voir les choses d'une manière systémique. Alors évidemment, il n'y a plus aucun coach individuel qui ne raisonne pas systémique. Mais la grande porte de la systémie, c'est le groupe, c'est le collectif. Donc là, on apprend, quand on est avec une équipe, on voit les systèmes se déployer sous nos yeux. Finalement, on coach toujours les interrelations entre les sous-systèmes d'un système. On coach la façon dont le système émotionnel de cette personne s'oppose ou s'articule avec son système de pensée ou ses habitudes comportementales. Et c'est ça qu'il faut combiner de façon harmonieuse. Comme vous le savez, cette chaîne-là, si on se mettait à mettre de la tension dans la chaîne, eh bien, elle craquerait à l'endroit de l'intersection la plus faible. C'est toujours aux intersections que se produisent les difficultés. Donc finalement, quand on coach pas des sous-systèmes, on coach des interactions, des interrelations entre systèmes. C'est bien connu des systémiciens, eh bien c'est bien connu des coachs dorénavant, et encore une fois, c'est en coaching d'équipe qu'on travaille ça le mieux. Alors, pour faire un petit apport simple, malgré tout, sur la systémie et sur la dynamique d'équipe, on va dire simplement que comme ce monsieur qui arrose une plante avec son tuyau d'arrosage, il y a 3 focus au niveau de l'énergie. Il y a l'endroit où on mobilise l'énergie, qui est le robinet d'arrivée, où on branche le tuyau. Il y a le tuyau qui canalise l'énergie, qui la véhicule jusqu'au pistolet, qui va donc focaliser l'énergie sur la cible. Eh bien, à partir de là, on va trouver qu'une équipe, il faut la mobiliser, il faut l'unifier, et puis il faut focaliser son énergie. Alors pour ça, il y a plusieurs composantes de la dynamique d'équipe. Ce sont différents sous-systèmes. D'abord, une équipe, c'est une agrégation de bonnes personnes, de bonnes compétences, de bons talents, représentés par ces petites boules vertes, là, mises symétriquement en cercle. Et puis, ces petites boules vertes, elles ont chacune une force qui va dans un sens ou dans un autre. Elles sont d'une couleur ou d'une autre, et elles sont d'une taille ou d'une autre. Vous avez des gens qui, ça représenterait leurs énergies, leur motivation. Vous avez des gens qui ont une motivation jaune, supposons, d'autres vertes, d'autres bleues. On n'a pas les mêmes motivations les uns les autres, et puis elles ne sont pas orientées dans les mêmes directions. Puis des fois, il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie disponible et d'autres qui en ont très peu. Alors, l'idée, c'est de faire converger les forces et les motivations individuelles. Et ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, il faut réunir tout ce monde-là et toutes ces forces dans une enveloppe d'appartenance pour que les gens se sentent en bonne cohésion les uns avec les autres. C'est ce symbole du maillot des équipes sportives. Et puis cette cohésion, elle va aussi se renforcer par le fait qu'il y a beaucoup d'interactions entre les membres des équipes. Donc c'est représenté par les petites flèches entre les boules vertes là au sein du cercle de l'équipe. Puis enfin, le tuyau d'arrosage, c'est cette flèche bleue là qui va canaliser cette énergie collective au travers de la structure, de l'organisation, des plans, des règles, des process, etc. Et puis, cette énergie qu'on a mobilisée, qui représente donc cette force collective qui passe par le tuyau bleu, il faut qu'elle arrive sur la cible. Et pour ça, il faut travailler encore un sous-système, le système de la visée, qui comprend le sens, le projet d'équipe, le plan stratégique, les feuilles de route, les indicateurs, le reporting, les différentes rituels, routines de célébration des réussites, qui sont d'ailleurs souvent très faibles. On est très fort pour se critiquer quand ça marche pas et beaucoup moins pour se remercier quand ça marche bien. C'est comme ça, c'est dommage. On ne sait pas de quoi on se prive quand on fait ça, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ça peut changer, et c'est justement à ça que servent les coachs d'équipe. Et puis enfin, il y a un autre élément dans le système, il y en a même encore 2 autres, c'est le système managérial. Donc il va coordonner l'interaction entre ces différents éléments, et puis les supporters, qui sont les autres équipes. Et donc le management va faire en sorte que
eh bien, les boules vertes soient bien en interaction les unes avec les autres, que leur motivation soit bien mobilisée dans le même sens, qu'ils passent tous bien dans le canal bleu, qu'ils visent bien la cible et qu'ils le fassent avec le concours des supporters. Voilà, ça, c'est le job de la systémie, c'est ça le job des coachs d'équipe, et c'est absolument génial de faire ça parce que ça donne une sorte d'équation complexe à plusieurs degrés. Et pour les gens qui ont une forte appétence pour la stimulation intellectuelle, pour la stimulation de l'attention, le coaching d'équipe est extrêmement stimulant parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir qui sont en interaction les unes avec les autres, c'est le cas de le dire, hein, et on n'a pas que une seule personne devant soi. Alors, quand on est coach individuel, on a également plein de sous-systèmes. Là, je ne les ai pas représentés parce qu'on parle de coaching d'équipe, mais on pourrait s'amuser à représenter le système émotionnel, le système de pensée, le système de valeurs, le système de croyances, etc. et voir comment elles interagissent. Sauf que tout ça, c'est abstrait. Alors que dans l'équipe, c'est concret. Et on voit les choses se déployer sous nos yeux. Alors voilà. Franck, je te repasse la parole, je crois. Et je rallume mon micro. Voilà. Oui, mais là, je pense qu'on va, on va passer très vite. Hein, c'est parce que je pense que tout ça, on l'a largement dit, puis on a un tout petit peu de retard. Donc, je vais plutôt aller sur sur quoi, puisque je vous ai dit, en fait, quand on est déjà coach, c'est effectivement un complément de formation, mais un complément solide, à mon avis, qu'il faut acquérir. Si on n'est pas coach, comme ça a été le cas pour moi, on peut démarrer par le coaching d'équipe et ensuite se former au coaching individuel pour mieux apprendre toute la finesse et toute l'importance des relations one-to-one et de ce qui peut se jouer dans le coaching d'équipe, dans toutes les petites interactions et les flèches que Paul nous a montrées dans son schéma. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous, on a compris, parce que maintenant, ça fait un sacré nombre de promotions et de gens qui viennent se former chez nous, c'est qu'il y a deux choses qui sont très importantes. D'abord, il faut raconter beaucoup d'histoires de coaching. Il faut travailler sur de nombreux cas, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est pas forcément facile. Il y a bien un endroit où il faut en parler. C'est que l'appréhension du coaching d'équipe, c'est de se retrouver seul face à une équipe. Rater une séance de coaching individuel, c'est rattrapable sur les prochaines. Rater une séance de coaching d'équipe, c'est moins facilement rattrapable parce qu'on n'a pas plusieurs fois la chance de faire une bonne impression et qu'on connaît les effets collectifs qui peuvent se jouer. Les gens, alors un client qui sort d'une séance de coaching en disant de lui à lui-même, il se dit, je sais pas, c'était pas top aujourd'hui, je suis pas sûr d'avoir été emballé par cette séance-là. Ça reste dans sa petite sphère personnelle. Alors que quand ça se passe au sein d'une équipe, effectivement, les gens, ils en parlent entre eux, ils peuvent faire confiance. Donc, du coup, nous, on a fait le parti pris de décrire énormément de missions que nous avons faites et de faire travailler beaucoup sur des cas très concrets sur lesquels il faut proposer des architectures, proposer des éléments de posture, travailler sur des moments peut-être difficiles de résistance de l'équipe qu'on va rencontrer. Et ensuite, on apprend à intervenir sur les 4 besoins fondamentaux des équipes. Les équipes, elles ont besoin de cadres, elles ont besoin de structures, de process, c'est ce qu'on appelle, nous, les besoins de terre. Elles ont besoin de savoir sur quoi est-ce qu'elles vont pouvoir reposer, s'appuyer, prendre appui. Elles ont besoin d'eau, elles ont besoin donc de cohésion, de coopération, c'est tout le co. Hein. Elles ont besoin de gérer le collectif, les émotions collectives, elles ont besoin d'apprendre à réguler, elles ont besoin d'apprendre à développer un esprit d'équipe, elles ont besoin d'apprendre à porter le même maillot en fait et de le mouiller tous ensemble. Et puis ensuite, elles ont des besoins d'air, des besoins d'inspiration, de souffle, de créativité. Enfin, je ne vais pas vous lire, hein, vous savez lire, mais des besoins qui permettent en fait de trouver le souffle qui va porter l'équipe, la raison d'être commune, l'envie de progresser dans une direction, le vent qui va souffler dans les voiles en fait. Hein. Et puis en fait, elles ont des besoins de feu, elles ont des besoins de réalisation, de résultats, de résultats si possible en rupture avec ce qui se faisait avant. En rupture ne veut pas forcément dire 10 fois plus, hein, on le sait aujourd'hui. Hein. En rupture veut dire faire différemment parce qu'on ne peut plus continuer à faire comme on faisait avant. On voit bien les résultats où ça nous a amenés. Donc elles ont besoin d'apprendre à faire face au succès, aux échecs, à modéliser les choses. Voilà. Et nous, face à ça, ce qu'on apprend, c'est on donne une boîte à outils parce que c'est extrêmement important. Alors qu'en coaching individuel, on a moins besoin d'outils. Là, on a besoin de protocoles, d'outils et de techniques. Donc, il y en a toute une liste et il y en a plein d'autres. Et on a surtout besoin de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. D'où évidemment le fait que tous les apports sont donnés en amont de la formation et que la formation, elle ne sert que à pratiquer.
Voilà. Je vais arrêter de parler pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et donc, juste vous dire que vous avez en haut là, de votre écran la possibilité de prendre rendez-vous directement avec nous. Prendre rendez-vous, c'est une trentaine de minutes. Donc, prenez un moment où vous aurez vraiment cette trentaine de minutes, une dizaine de minutes pour vérifier que votre projet il est compatible avec ce que nous, on est capable de proposer, hein. Donc, en gros, est-ce que vous êtes éligible, hein, à nos formations? Éligible, c'est pas tellement qu'on va vous dire vous êtes trop bête ou trop intelligent, c'est surtout de regarder si ce que vous avez besoin d'apprendre correspond bien à ce que nous, on est capable de partager avec vous. Et ensuite, si on vérifie ça, on passe une vingtaine de plus pour répondre à vos questions et affiner votre projet, regarder comment ça peut matcher entre nous. Voilà. Donc pour ça, vous avez plus qu'à cliquer sur le petit bouton qui est là-haut ou recopier le petit lien là qui est ici, là, le lien Calendly, si vous préférez faire ça. Voilà. Alors, tu as peut-être vu passer des questions, Paul. Est-ce que tu veux commencer à répondre? Ton micro est éteint. J'ai dit qu'on a répondu un peu au fil de l'eau dans le chat. Il y a une question sur est-ce que les outils du coaching d'équipe peuvent aussi servir à du coaching de groupe, donc de personnes qui ne se connaissent pas. Ah oui, alors en effet, c'est pas du coaching d'équipe puisque les gens ne se connaissent pas, mais une équipe que l'on constitue, ils ne se connaissent pas encore. Et pourtant, ils ont vocation à devenir une équipe. De toute façon, c'est un des stades de maturité des équipes, le groupe. C'est un des tout premiers stades, mais oui, bien sûr. Bien sûr, les outils du coaching d'équipe aident à coacher les groupes. D'ailleurs, ça aide aussi quand on est en formation et qu'il y a des phénomènes de groupe qui surviennent. Un coach d'équipe va savoir les identifier et savoir les traiter. Voilà. Il y a une question qui parle donc de la différence, enfin, de l'importance de trouver le bon équilibre entre le contenant, la forme, hein, donc du coup le coaching et les outils, et de contenu, de fond qui représenterait l'expertise. En tout cas, alors je ne suis pas sûr qu'on utilise tout à fait les mêmes termes, mais ce que je pense, c'est qu'il est effectivement très important. D'ailleurs, on dit faire du coaching ou être coach. On fait un peu les deux, hein, clairement. On peut, le plus important, ce qui nous paraît être le projet de vie du coach, c'est d'être coach avant de faire du coaching. Mais il n'en reste pas moins que, notamment en coaching d'équipe, il y a effectivement nécessité d'apprendre des architectures, d'apprendre des processus, d'apprendre des protocoles, donc de travailler sur des outils. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, évidemment, vous l'avez compris, hein, notre orientation était très vers le coaching d'équipe et on y est allé avec des gros sabots. Il n'en reste pas moins que quand vous proposez un processus de coaching d'équipe, le patron d'équipe qui va vous faire confiance et qui va vous choisir pour accompagner son équipe, quelque part, il prend le risque de vous confier son équipe. Hein, donc, voilà, quand on sait que l'équipe, on y croit et que c'est un asset hyper important pour un manager, il a besoin d'être rassuré sur le fait que vous allez lui décrire un processus. Ce processus, vous ne le suivrez pas la plupart du temps parce que le coaching, c'est l'art du vivant. Donc, ce qui va émerger, il nous est rarement arrivé d'aller du début jusqu'à la fin sans avoir de changement. Ce qui va émerger, on va le traiter d'ailleurs sous le contrôle, enfin sous le contrôle, avec le partage avec le client équipe, mais aussi le manager, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça, on ne va pas décider d'un seul coup de changer de processus, mais lors d'une pause, lors d'une respiration, on va proposer une question puissante, on va proposer un décadrage, on va proposer une confrontation, on va tendre le miroir vis-à-vis de l'équipe, et du coup, on va créer peut-être un insight, et toute l'équipe va naturellement avoir envie de travailler par là, alors qu'on avait prévu d'aller par là. Mais ce qui sera de toute façon très important, c'est qu'on soit toujours dans la direction d'un résultat, et ce résultat, il aura été décrit et validé, autant avec le patron de l'équipe qu'avec l'équipe avant de démarrer. Donc, c'est pour ça que c'est effectivement important de trouver le très bon équilibre entre le coach que vous êtes, donc la posture, et puis le coaching que vous allez faire, c'est-à-dire les outils et la pratique que vous allez apprendre. Ok. Quelqu'un demande de mettre le lien pour la prise de rendez-vous dans le chat. Vous pouvez de toute façon, vous avez en haut de votre écran, dans un bandeau vert, et marqué prendre rendez-vous, cliquez ici. Il y a déjà 13 personnes qui l'ont fait, ils ont bien raison. Vous cliquez ici, vous allez arriver sur un agenda partagé où vous aurez des dates, des créneaux de disponibilité ouverts pour vous inscrire. La formation n'est pas certifiée ICF,
ni EMCC? Non, on y travaille. Par contre, si, enfin, nous, on est adhérent au MCC, mais la formation, elle est RNCP, enfin, elle rentre dans le package RNCP. Alors, attention, évidemment, hein, pour RNCP dit reconnaissance, on ne peut pas être RNCP juste parce qu'on a fait la formation coaching d'équipe, mais c'est un des éléments de notre formation qui est reconnu RNCP. Et on peut donc suivre la formation, vous le savez, par bloc de compétences. Et en fait, nous, on a du coup, pour ceux qui veulent vraiment se former complètement au coaching, on a 2 blocs de compétences, un au coaching individuel, l'autre au coaching d'équipe, qui forment les blocs 2 et 4 du référentiel RNCP. Et auquel il faut rajouter ensuite 2 autres blocs pour être certifié RNCP. Alors, pour la formation est-elle certifiée ICF, on a plusieurs personnes chez nous qui l'ont fait reconnaître par l'ICF, mais on n'a pas fait effectivement la démarche de la faire certifier par l'ICF. Mais je pense par exemple à Michel Rollin qui est à l'ICF et qui a réussi à la faire valider par l'ICF. Il faudrait que je lui demande comment elle a fait d'ailleurs. Et puis il y en a plusieurs autres qui l'ont fait. Voilà, bah écoutez, on espère avoir l'occasion de poursuivre cette conversation en privé avec vous. N'hésitez pas donc à nous contacter. J'ai mis, je vois que Pierre a mis le lien Calendly dans le chat, dans la conversation. Moi, j'ai mis mon téléphone et mon mail. Le mieux, c'est de passer par Calendly, mais enfin, au pire, vous avez la possibilité de nous recontacter de cette manière-là. Voilà, on va faire on va faire 2 choses. On va faire des conférences pour les coachs dans le cadre de l'école Énergie. On en fera une par mois. Donc, suivez par le campus, il y en aura d'autres. Appelez-nous pour les tarifs, les programmes, la durée, etc. On vous dira ça au cas par cas. Non pas que les tarifs soient faits à la tête du client, mais on n'est pas sûr que ça concerne tout le monde. Donc, on ne veut pas prendre de temps sur la création de valeur pour faire notre pub. On préfère le faire avec des gens qui en sont demandeurs. Et puis, on va faire aussi des conférences pour notre autre marque qui est Green, qui s'adresse plutôt à des entreprises. Donc, si vous êtes coach, vous êtes bienvenu aux conférences énergie. Et si vous êtes manager, vous êtes bienvenu aux conférences Green, qui parleront de management. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Oui, juste pour répondre à, je suis pas sûr, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à la question de Marie qui dit du coup, je suis désolé, on n'a pas répondu à ma question, donc je suis désolé pour Marie, on n'a pas répondu, mais je pense qu'en fait, la réponse, c'est qu'il y a finalement très peu de coachs qui sont formés complètement en coaching d'équipe. Il y a quelques formations qui existent, on n'est pas les seuls, hein, mais il y en a finalement assez peu. Et la plupart des formations proposant juste 3-4 jours de formation au coaching, on n'est pas coach d'équipe en 3-4 jours de formation, très clairement. Et donc, du coup, c'est de ça qu'on parle quand on parle de vrais professionnels, c'est-à-dire des professionnels qui sont capable de répondre à une offre, de répondre à un appel d'offres. Et d'ailleurs, on voit des appels d'offres, y compris ministériels ou des appels d'offres d'État qui aujourd'hui demandent des compétences de coach d'équipe. Donc, ça veut dire que ce métier commence à prendre ses lettres de noblesse. Voilà, Marie, j'espère que ça répond à la question. Je suis sûr qu'on en a loupé une ou deux parce qu'il y en a eu plein à la fin. On aurait dû vous encourager vraiment à les mettre plus tôt. Mais bon, voilà, il y a des prises de rendez-vous, donc on développera tout ça avec vous. À très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir, à bientôt. Et bonne journée.